Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir donc pour cette troisième table ronde consacrée à la place de l'expertise scientifique dans la crise en santé-environnement. Cette table ronde arrive à point nommé puisque dans la table ronde précédente, il y a eu à plusieurs reprises euh, un appel à l'expertise scientifique pluridisciplinaire. Et donc, cette table ronde va porter sur la place des sciences humaines et sociales dans les comités d'experts d'avant, pendant et après la crise. Donc, j'insiste au passage sur l'intitulé exact de cette session. Les experts en SHS ayant été intégrés depuis assez longtemps et de manière relativement fréquente en phase de prévention et en phase de retour d'expérience, peut-être que c'est moins ancien et moins fréquent dans le pendant la gestion de crise. Et donc, il me semble que c'est l'un des intérêts de cette session, d'interroger également les articulations entre ces différentes phases et puis de s'interroger sur l'apprentissage et les voies d'amélioration. Alors, contrairement à ce qui était prévu, nous n'aurons pas 3, mais 2 intervenants, Madame Batt n'ayant pas pu être présente. Donc, j'ai le plaisir donc, d'accueillir et de vous présenter Daniel Benamouzik, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, enseignant et titulaire de la chaire santé de Sciences Po, chercheur au Centre de sociologie des organisations. Il a participé à plusieurs et de nombreux comités d'experts et l'une des dernières grandes expériences en date ayant été sa participation au conseil scientifique qui a été créé au début de la pandémie de Covid sous la responsabilité du professeur Delfrécy. Nous accueillons également Elsa Gisquier, qui est également sociologue, qui travaille depuis 8 ans maintenant au sein du laboratoire de sciences humaines et sociales de l'IRSN, qui intervient au sein du centre technique de crise de l'IRSN, à la fois de manière classique comme sociologue observatrice et comme équipière. Donc, comme dans les autres tables rondes, vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Et donc, je vous propose d'écouter nos deux intervenants tour à tour pour environ 15 minutes de présentation chacun avant les questions. Daniel Benamouzik, pour commencer. Merci. Merci beaucoup, Ivan, pour cette introduction. Bon, je n'ai pas prévu véritablement une présentation formelle, mais j'aimerais évoquer un certain nombre de points et peut-être ensuite converser ensemble. On n'est pas très nombreux, probablement que le format peut s'y prêter. Peut-être pour commencer, et en complétant un peu ce que tu as dit sur mon parcours et mon parcours récent, j'aimerais faire peut-être deux points pour situer aussi un peu le point de vue duquel en disant que voilà, effectivement, je situe mes activités, ou certaines de mes activités entre des activités de recherche, faut pas en parler, et puis des activités qui sont plus relatives à la décision publique, à l'expertise dans différentes agences en particulier, ou auprès de différentes agences, mais aussi, on l'a dit, auprès de conseils scientifiques, que je mets d'ailleurs au pluriel, j'y reviendrai tout à l'heure. Tout ça pour dire que cet intérêt, en fait, pour l'expertise, et d'essayer de trouver un peu la place. J'ai pas mal travaillé en tant que chercheur, en fait, initialement, au départ, en travaillant sur l'économie de la santé. J'ai été assez tôt amené à réfléchir sur cette position entre les liens entre un corps de connaissances et une orientation qui était décidément orientée vers la prise de décision et vers un certain nombre d'arbitrages. J'ai ensuite travaillé sur les agences sanitaires qui sont vraiment dans cette position un peu intermédiaire. Je travaille plus récemment sur les questions de liens d'intérêt, de lobbying, qui sont aussi des espaces où les scientifiques sont dans des positions un peu complexes entre le monde réel, la production de connaissances et les prises de décision. Et c'est à partir de cet univers-là que je vais essayer de faire quelques réflexions. Le deuxième point, un peu pour situer le point de vue dans lequel je parle, c'est peut-être aussi poser un certain nombre voilà, quelques valeurs ou principes un peu généraux sur le type de sociologie que j'essaie
qui est ni une sociologie proprement académique, en quelque sorte cantonnée au monde de la production de la connaissance, à une certaine distance du monde de l'action, du monde de la décision en particulier, qui est une posture assez fréquente, peut-être plus fréquente dans le monde académique et aussi en sciences sociales. C'est pas non plus une posture présente aussi sciences sociales qui a aussi une certaine distance vis-à-vis du monde social, mais enfin qui prend à bras le corps quand même un certain nombre de questions de société, un certain nombre de décisions publiques pour se positionner par rapport à elles, le cas échéant de manière normative, mais comme son nom l'indique, de manière un peu, voilà, peu critique. Le type d'activité que j'essaie parfois de sociologie civique, c'est-à-dire c'est une sociologie qui est dans le monde social, qui est fondée sur des connaissances, mais qui est pleinement dans le monde social, et qui est plutôt dans une logique de contribution à un certain nombre d'activités collectives plutôt que de position. C'est un peu sur ce tri de former quelques points, quelques remarques sur lesquelles on aura peut-être l'occasion de rebondir. Alors, peut-être le premier point, c'est sur cette position de conseil, cette position qui est par définition une position un peu hybride, un peu intermédiaire. Alors évidemment, en me référant un peu à cette expérience récente qui continue, malheureusement, de gestion de l'épidémie et de fonctionnement de ce conseil scientifique comme un lieu d'expertise assez extraordinaire par le contexte, par l'ampleur, par le côté un peu paroxystique de la situation, qui a été relevé aussi comme tel dans son mode d'émergence et de constitution, ça a été souvent observé, mais qui en réalité, dans ses manières de fonctionner quotidienne, est aussi assez ordinaire, quitte à décevoir voilà, le regard un peu curieux qu'on pourrait porter sur ce type d'instance. Beaucoup d'aspects au type de travail qu'on peut faire dans d'autres instances plus régulières en termes de voilà, pluralité de points de vue, d'explicitation des arguments, de travail sur des données ou sur des publications, etc. C'est le type d'échange, de discussion qu'on peut avoir dans d'autres enceintes et que, pour ma part, j'ai eu effectivement l'occasion de pratiquer auprès de différentes agences en particulier. Ordinaire aussi au sens de pays, finalement, se sont dotés de ces institutions un peu ad hoc, un peu extraordinaires par rapport un peu moins extraordinaire précisément. C'est un modèle qui est assez largement partagé, même s'il prend des formes variées selon les pays, avec des formes de composition en particulier qui sont variables, et avec une position des sciences sociales qui est loin d'être complètement homogène, évidemment, d'un pays à l'autre. D'un pays dans lequel ce recours aux sciences sociales a été mis en place avec deux représentants de sciences sociales, une anthropologue, Laetitia Etlani, et moi-même, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs dans les modes de fonctionnement de ce type d'instance, que, un peu comme les témoins de Jéhovah, les représentants des sciences sociales puissent grouper plutôt que de se retrouver isolés dans un groupe, ce qui rend toujours leur position un petit peu plus difficile. Et enfin, ordinaire, parce que ce n'est pas le premier type de conseil scientifique un peu hors agence, dire qui est créé. Juste avant l'épidémie, j'ai participé à la gestion d'une autre forme de crise sanitaire, si on peut dire, qui était l'épisode des débats, de la controverse autour des bébés sans bras, qui avait été créé aussi sous la forme d'un conseil scientifique indépendant des agences qui étaient néanmoins présentes, à la fois Santé publique France et l'ANSES, mais plutôt en support et en arrière-fond des débats plutôt que directement dans les conseils. Et l'existence d'un conseil scientifique indépendant des agences, dans un contexte où ces agences étaient elles-mêmes mises en question par un certain nombre de parties prenantes, était comme une condition de possibilité en fait de la production d'une expertise indépendante. Et en y réfléchissant, y compris récemment, et en faisant le lien entre ces deux moments, évidemment très très différents par quantité d'aspects, il y a néanmoins des traits communs qui méritent, à mon avis, d'être relevés. Le fait qu'on a un conseil qui est indépendant, qui est plutôt hors agence. Le fait que dans les deux cas, la position des parties prenantes a été assez difficile à définir et à trouver, finalement. Le fait aussi qu'on s'est retrouvé dans les deux cas dans des situations où l'expertise est produite sous le feu nourri des interrogations des médias, qui racontent une histoire, qui n'est pas forcément l'histoire qui sera dans la production de l'expertise elle-même,
sorte un storytelling, si on peut dire, autour de l'expertise et avec des rôles qui sont bien distribués, qui sont même bien clivés à dessein. Et c'est aussi des choses qu'on a vues à différents moments dans le cadre de la pandémie. Et si je veux pousser jusqu'au bout la comparaison, je dirais qu'on a aussi des figures, y compris des figures à la fois scientifiques, médiatiques, ou un peu situées entre les deux par moment, voilà, qui sont à la limite d'un rapport assez délicat, au sens questionnable, au type d'informations scientifiques qui sont mises à disposition du public. Et c'est un peu ce sur quoi a débouché le travail de ce conseil scientifique, sur le fait qu'en fait, on avait associé des types de cas malformations qui en réalité relevaient d'étiologies différentes, et donc qui ne constituaient pas les fameux clusters par ailleurs si controversés et si difficiles à mettre en évidence. Alors, quelles que soient les caractéristiques des deux situations, il me semble comme ça qu'il y a des traits morphologiques qui méritent d'être relevés, qui mériteront probablement d'être discutés après, si on se situe dans une perspective un petit peu plus prospective. Ce conseil scientifique, ce sera mon dernier point sur l'aspect conseil scientifique, c'est aussi, c'était le cas aussi sur le précédent, mais une problématique de construction de l'indépendance dans une situation de défiance, de forte défiance. N'est pas acquis, qui n'est pas non plus trivial. Et je dirais même dans le cas de la pandémie, qui est non seulement pas acquis, mais c'est plutôt le contraire qui était acquis, c'est-à-dire l'idée que le Conseil scientifique était une créature de la présidence de la République et pas véritablement un conseil scientifique avec les attributs habituels d'une expertise indépendante. D'une manière, cette indépendance, même si je ne suis pas le meilleur juge du résultat, en tout cas, nous l'avons vécu en interne, si j'ose dire, comme une fabrication continue et comme un effort perpétuel pour construire cette indépendance, comme un travail véritablement de production de l'indépendance. On peut mentionner un certain nombre d'éléments qui allaient dans cette direction-là. D'abord, certains éléments sur la publicité des travaux, y compris de la composition. Dans un certain nombre de pays, la composition des comités n'était pas publique. Dans notre pays, nous avons exigé qu'elle le soit d'emblée. Le fait évidemment soit rendu public le plus vite possible et sous une forme écrite, qui était non seulement écrite, mais qui était également datée à l'heure près, ce qui permet à chacun de voir combien de temps, quel est le délai en quelque sorte entre la remise de l'avis et sa publicité auprès du grand public, auprès des journalistes en particulier. Le fait qu'on s'est octroyé une capacité d'autosaisine, même si on répond évidemment aux saisines qui nous sont formulées, des saisines qui sont formulées, mais on s'est aussi saisi de quantité de questions qui ne nous étaient pas demandées et on était assez évidemment jaloux de cette capacité qui est aussi une manière de renforcer un certain indépendance. Après tout ça, cette indépendance, elle se prouve aussi, elle se prouve en ayant explicité nos liens d'intérêt, en les ayant rendus publics, en ayant produit un règlement, enfin toute une série de dimensions procédurales qui sans doute au départ de la création du comité et du départ de l'épidémie, évidemment, faisait défaut, voilà, qui ont pris quelques jours, quelques dizaines de jours de se mettre en place. Et puis, je dirais que, au-delà de ces aspects un peu formels, procéduraux, il y a aussi le fonctionnement réel d'un comité qui se construit par son travail, par ses échanges, par ses délibérations internes, par la manière dont les échanges sont faits, par la manière dont les avis sont écrits collectivement, avec, je vous passe les détails, mais enfin, énormément de versions, de relectures, de corrections, et uniquement par les membres du comité. Ce ne sont pas un secrétariat, c'est pas des conseillers d'État, c'est pas une technostructure quelconque qui nous a aidés à les construire. On les a rédigés en quelque sorte tout à fait personnellement et directement. Donc tout un travail de construction de l'indépendance, probablement décliner des variations sur ce travail dans d'autres comités. Donc ça, c'était peut-être mon premier point autour de la constitution, de l'indépendance d'un comité scientifique, et je ferai peut-être et je m'arrêterai là parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Un autre point autour de la multidisciplinarité, puisque c'était le point qui est antérieur, et qui questionne finalement les relations entre sciences sociales et autres types de sciences qui fonctionnent sur des bases évidemment un petit peu singulières et de manière récurrente l'objet de discussions. Moi, je dois dire que je n'ai pas vécu, en particulier dans le comité scientifique,
Covid, mais voilà, c'est vrai à des degrés divers dans d'autres types de comités, une opposition frontale telle qu'elle existait, je pense, il y a encore quelques temps, mais j'ai commencé ces travaux d'experts il y a déjà presque une quinzaine d'années, et c'était pas du tout évident, hein, à ce moment-là de faire exister les sciences sociales, en particulier vis-à-vis des acteurs des mondes médicaux. Les choses ont changé, et en l'espèce, voilà, j'ai pas vécu cela comme une forme de trop clivé, en quelque sorte, dans les discussions qu'on a à différents moments, et c'est sans doute lié en partie à la situation, pas seulement à une forme de maturation de nos systèmes de travail scientifique ou de discussion entre disciplines. On est dans une situation où de toute façon les connaissances qui étaient à disposition de la médecine n'étaient pas très nombreuses, d'une part, ce qui met un peu tout le monde sur un. D'autre part, les questions qui se posent sont de toute évidence des questions sociales, au sens où qui embarquent l'ensemble de la collectivité. C'est une épidémie, et donc ça, tout le monde en est bien conscient dès le départ. Et c'est une épidémie, donc un phénomène infectieux, et donc ça va intéresser des gens qui ont déjà, en tant qu'experts, qui ont déjà été confrontés à ce type de phénomène infectieux, voire épidémique, comme Ebola, comme le sida dans d'autres domaines dans lesquels les sciences sociales ont depuis longtemps été mobilisées et de manière active. Le cas de l'anthropologie pour Ebola, le cas de la sociologie et d'autres sciences sociales du sida pendant assez longtemps, dans le cadre de la NRS en particulier. Et donc il y a aussi ce contexte spécifique qui a rendu les choses favorables. De ce point de vue-là, était plutôt un interlocuteur ouvert, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les segments du monde médical ou du monde hors sciences sociales. Elsa nous dira comment elle se situe par rapport à un monde d'ingénieurs, qui est sans doute un peu différent de ce point de vue-là, elle nous dira. Des maladies infectieuses, c'est des choses qui sont assez présentes. Alors, comment on travaille du coup avec ces autres experts? On travaille dans un ensemble multidisciplinaire qui n'est pas le fait de la présence des sciences sociales. C'est-à-dire qu'il y a déjà une multidisciplinarité qui existe indépendamment des sciences sociales. Des infectiologues, ça fonctionne pas de la même manière. Un infectiologue et un virologue, c'est pas exactement la même chose, etc. Sans compter qu'on avait aussi des gens qui étaient hors, en quelque sorte, des acteurs qui étaient issus pour certains du monde des technologies, pour l'un des membres du conseil scientifique, un autre membre qui était voilà, membre du président d'une grande association de lutte contre la pauvreté. Donc on a aussi des équilibres qui se font, la pluralité des profils au-delà et indépendamment même des sciences sociales. Alors, nonobstant, les sciences sociales apportent un regard qui est particulier. On reviendra peut-être sans doute dans la discussion un peu sur certaines de ces points communs ou certaines de ces particularités. J'aimerais voilà, juste peut-être insister sur quelques éléments en disant qu'il y a à la fois intérêt pour les sciences sociales de manière récurrente qui sont partagés par les autres acteurs et d'autres qui sont peut-être un peu plus spécifiques. Des éléments partagés qui sont une préoccupation pour tout le monde. On a des éléments qui sont relatifs à ce que beaucoup appellent, beaucoup de mal à s'opposer à ce vocabulaire, l'acceptabilité sociale de telle ou telle disposition ou de telle ou telle décision ou technologie, mais qui renvoie plus globalement en forme d'adhésion et la situation qui est l'objet d'une forme d'expertise. Et évidemment, dans un contexte épidémique, dans un contexte de décision, voire de décisions compliquées, ou même parfois autoritaires, parfois difficiles, cette adhésion est un élément clé. Elle est partagée par tout le monde. Elle a été partagée évidemment dès les premiers temps. Hein. Lorsqu'il s'est agi de fermer des écoles, d'envisager des confinements, des choses qui n'avaient jamais été faites en France, la question de l'adhésion était voilà, une vraie question et une inconnue majeure et qui est restée une source d'interrogation pour tout le monde tout au long de l'épidémie, puis avec des moyens de la documenter progressivement un petit peu plus étayé qu'au début. Je dirais que la communication est aussi quelque chose d'assez partagé, où les sciences sociales sont un peu attendu, au moins pour avoir un avis, et ce qui renvoie à la manière dont on se situe par rapport à ce contexte de confiance, de défiance, si ce n'est de l'ensemble de la population, du moins de certains de ces segments. Un troisième point qui est très partagé, c'est les questions d'organisation, les questions de logistique, on a dit, dans le cadre de cette épidémie, mais qui renvoient aussi aux questions de gouvernance, entre ce qui peut être décidé de manière centrale, ce qui peut être décidé de manière plus locale, aux formes d'implication des uns ou des autres à un niveau territorial,
Il était envisagé des modèles innovants, il a bien fallu à différents moments, certains étaient réalistes, d'autres ne l'étaient pas en fonction des ressources qui sont disponibles, etc. Donc toutes ces questions d'organisation sont aussi très largement partagées. Les questions d'inégalité le sont un peu moins, je dirais, c'est-à-dire qu'elles ne sont peut-être pas le réflexe premier d'un certain nombre de ces comités, ou quand elles sont évoquées, elles sont généralement à partir de populations spécifiques qui sont dans des situations plutôt critiques, pas forcément comme quelque chose qui renvoie à l'ensemble du spectre social et avec des enjeux qu'en tant que sociologue, on qualifierait volontiers de stratification sociale. À partir du moment où elles sont formulées par les uns ou par les autres, d'ailleurs pas seulement par les sociologues, ben à ce moment-là, elles sont quand même relativement appropriées et prises en compte. Qui sont des questions éthiques également, qui sont partagées assez facilement, en particulier dans les milieux médicaux, par exemple, sur le partage de données personnelles, sur la confidentialité, sur le consentement, qu'on a pu avoir en particulier dans le développement des premières formes d'applications numériques. Donc ça, c'est des questions partagées. Puis il y a des questions qui le sont moins spontanément. Des questions, donc la question de l'inégalité, je la mettrais peut-être entre les deux. La question des formes d'implication des citoyens, de participation. Vous savez que le comité scientifique a demandé à différentes reprises la création d'un comité de liaison citoyenne qui n'a pas vraiment vu le jour au bout du compte. Mais voilà, ça, c'est des choses où, d'une certaine manière, on revenait plus souvent qu'à notre tour sur ce type de questions-là. Sur des questions qui sont relatives aussi à ce qui échappe à la sphère médicale. La question alors, bon, les troubles psychiques sont un peu une question intermédiaire qui est évoquée dès les premiers jours, en réalité, qui a pu être renforcée par l'arrivée d'une pédopsychiatre dans le groupe, mais qui avait été abordée précédemment. Mais ça, c'est peut-être des éléments sur lesquels voilà, on va revenir plus souvent aussi qu'à son tour quand on est dans l'ensemble, disons, des sciences sociales, relatives au deuil, à la spiritualité, à la place même des activités religieuses, qui à un moment donné étaient assez importantes, en fait, à la fois dans la prise en charge des familles, mais également d'organisation des cultes, etc. C'est peut-être pas des choses auxquelles les médecins, évidemment, sont fortement, à laquelle ils se penchent fortement, mais qui a donné lieu à différents moments, parfois même de manière un peu critique, un peu tendue, à un certain nombre d'échanges. Et c'est pas forcément voilà, les éléments qu'on attend plus spontanément en matière d'expertise. Voilà ce que je voulais dire peut-être sur ces questions de multidisciplinarité, de travail dans un contexte à la fois très spécifique de conseil scientifique et au titre des sciences sociales. Peut-être qu'on reviendra plus spécifiquement pour certaines des questions, mais je crois que j'ai déjà été un petit peu long, alors je m'arrête là. Alors, merci. Donc, à Elsa de présenter, pareil, pendant 15 minutes, et puis après, on prendra les questions. Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, super. Oui, donc je disais, j'étais contente de pouvoir participer à cette table ronde, parce que c'est vrai qu'on observe, en tant que sociologue, donc on a souvent une position un peu singulière et isolée, puisqu'on est souvent seul à tenir cette position d'expert parmi les experts en sciences sociales. Et donc, avec une double casquette, je suis concernée à la fois en tant que chercheur qui va faire développer un certain nombre de recherches donc, qui observent les experts, et puis en tant qu'expert parmi d'autres experts dans la gestion de crise. Et donc, juste pour commencer, peut-être quelques mots d'introduction sur ce qu'est le centre de crise de l'IRSN. Donc, il faut imaginer qu'en cas de crise nucléaire, on aurait une organisation de crise classique avec une activation des cellules de crise au niveau local, et puis très rapidement sûrement au niveau ministériel, avec donc la CIC qui s'activerait. Et puis on aurait deux gros acteurs qui sont spécifiques au champ du nucléaire, l'ASN, qui est le régulateur, et l'IRSN, qui est donc l'expert technique sur les questions radiologiques d'estimation des risques nucléaire, et donc il va être chargé d'évaluer les risques, de faire des mesures du thème ressource, de calcul du panache, d'où est-ce qu'il irait, et dans quel sens il irait en fonction des météos, et pourrait être susceptible d'infecter les populations. Donc à partir de là, on pourrait mieux comprendre les mesures à prendre de mise à l'abri, de protection des populations. Et puis on pourrait aussi envoyer, les raisons pour envoyer ces moyens mobiles
de mesures sur place, en plus des balises qui existent sur les territoires, donc d'envoyer ces moyens de mesure. Alors, donc, au sein de ce centre de crise, donc, l'intérêt, en fait, de pouvoir développer un certain nombre d'études sur la gestion de crise, et donc, aussi bien dans l'avant, le pendant que l'après. Dans l'avant, c'est tout ce qui concerne la préparation à la gestion de crise, puisque, évidemment, et heureusement, on n'a pas d'entraînement à des situations réelles, des situations d'urgence radiologique réelle, ou en tout cas très, très faiblement. Et du coup, ça se passe surtout par des exercices. Et donc, l'idée là, c'est de pouvoir regarder ce qui joue dans les exercices de préparation, de comprendre comment, à part la simulation, par la construction d'un scénario, on va avoir un certain cadrage procédural à partir de plans, etc., un cadrage technique où on va imaginer uniquement certains scénarios d'accidents possibles, et puis un cadrage organisationnel qui va respecter finalement l'agencement organisationnel qui se doit d'être respecté en situation de crise. Donc c'est finalement cette mise à jour des différents cadrages dans la préparation que peut servir le rôle du sociologue dans son analyse. On a ensuite le pendant. Comme je disais, il y a peu de crises nucléaires réelles. On a parfois des activations de la cellule de crise et qui concernent essentiellement, quand ce n'est pas des intrusions Greenpeace, qui va concerner des mesures de radionucléides dans l'environnement, ou par exemple des départs de feu sur des installations, des départs de feu qui pourraient devenir problématiques, mais qui n'ont pas encore été. En général, c'est ces petites activations de la cellule qu'on peut regarder en tant que sociologue en direct, et où on peut voir finalement le décalage avec les questions qui sont posées à l'expertise et qui ne sont pas des questions de mise à l'abri, d'évacuation des populations qui sont très vite réglées finalement, mais c'est plus des questions concernant la mesure, concernant les substances en jeu. Et du coup, on a quelque chose qui est plus de l'ordre d'identifier les substances dans l'environnement et comment ensuite on pourrait anticiper. Et la question qui se pose souvent, c'est celle d'un point de vue médiatique. Est-ce que ça va s'emballer? Est-ce qu'il va y avoir une surcrise à l'événement en cours? Et c'est ces questions-là, finalement, assez décalées de ce qui peut être proposé en exercice, qui émergent dans la réalité. Et puis, dans l'après, on peut aussi signaler le cas de crise passée réelle, de grande ampleur. C'est l'exemple parfait, c'est Fukushima. Mais aussi, on peut aussi se servir d'accidents industriels qui ont eu lieu en France pour voir également la place de l'expertise dans ces gestions de crise, et de montrer que cette place de l'expertise, elle est souvent assez contingente, elle est construite par les différents agencements organisationnels se construisent au fil de la gestion de la crise. Et donc la place du sociologue, de l'expert en sciences sociales dans cette avant, pendant, après, c'est justement de participer un peu à cette boucle d'organisation qui pourrait être de permettre l'organisation apprenante, c'est-à-dire de faire à la fois des règles sur les événements réels. Et là, comme disait Daniel, l'éclairage du sociologue, il est différent de celui d'un ingénieur qui va faire des règles plus sur ce qui aurait pu être évité, sur les mesures techniques, sur les procédures qu'on aurait pu mettre en place et qu'on doit mettre à jour. Le sociologue va être plus à pointer d'autres problématiques qui vont émerger au fil de la gestion de crise et qui sont parfois pas retenues, oubliées après l'événement. On peut parler notamment des questions éthiques de déplacement dans les milieux hostiles. Par exemple, à Fukushima, quand il a fallu aller ouvrir la vanne dans des environnements radiologiques forts, et bien finalement, ce questionnement-là, il n'a pas émergé des différents rapports officiels. Il est intéressant de le prendre en compte, à la fois au niveau de l'expertise, au niveau de la formation, que cette thématique-là, elle puisse aussi faire l'objet de réflexion et d'anticipation en cas d'accident nucléaire. Donc, d'une certaine manière, le sociologue ici, il permet de sortir des effets de cadrage construits et autant entretenus par les organisations et puis par les différentes parties prenantes du nucléaire. Et puis, c'est à ce deuxième volet sur plus le pendant, et donc là, en tant qu'équipière de crise,
je participe. Alors, c'est forcément finalement une fonction assez classique et attendue d'un expert en SHS, c'est sur la veille des réseaux sociaux, la perception des risques. Donc, on a là encore, parce qu'on n'a pas eu d'accident suffisamment de grande ampleur, on n'a jamais eu d'activation réelle de la cellule de communication au sein de la cellule de crise de l'IRSN, mais c'est donc des entraînements par simulation médiatique et donc des réseaux sociaux. Et où donc on va s'entraîner à faire remonter, à analyser toute cette perception et cette animation des réseaux sociaux, puis aussi une aide à la participation à la rédaction de tweets ou de communiqués de presse. Et donc, cette expérience, c'est d'abord elle peut être compilée aussi comme une observation participante, où de l'intérieur, on comprend ce que c'est que participer à un exercice, de voir que malgré les récurrences qu'on peut constater quand on observe, bien quand on est dans l'exercice, il se passe plein de choses aussi. On est pris dans du stress, dans de l'ennui, mais aussi de la satisfaction, et tous ces sentiments qui permettent donc de nourrir la réflexion et l'analyse sur la gestion de crise, la préparation à la gestion de crise. Mais c'est aussi le fait d'être équipière, faire partie d'un collectif. Et comme on le disait, Daniel l'évoquait, le rôle du sociologue, il est souvent un peu singulier, un peu à part. Et là, c'est de montrer qu'on peut aussi faire partie de ce collectif, qu'on peut y être intégré, y être intéressé. Et ça permet aussi une certaine légitimité à intégrer les experts parmi d'autres experts. Et puis reste quand même, pour moi, je trouve cette question qui est assez stimulante, et je ne sais pas si on peut y répondre, de quel pourrait être le rôle du sociologue dans ce pendant de la crise, dans cette action de la crise. Alors effectivement, ça a été largement souligné par Daniel tout à l'heure sur la sensibilité du sociologue par rapport à un certain nombre d'enjeux sociétaux, éthiques, etc. Et finalement, plus largement, je me posais la question de... C'était Michel de Certeau qui utilisait cette expression que je trouve très jolie de pont narratif. Et forcément, quand on regarde ce centre de crise de l'IRSN, ce centre d'experts, eh ben, on a forcément besoin de ponts narratifs pour à la fois un pont, ça veut dire d'abord construire des frontières où on va pouvoir se protéger de certaines sollicitations et intempestives extérieures, mais en même temps de faire des ponts pour pouvoir expliquer, comprendre et raconter cette histoire d'un événement qui est en train de se produire et qui permet la compréhension et la proximité aussi des uns et des autres, et donc une faciliter la coopération au moment de la gestion de crise. Autrement dit, il va vite se créer un espace de la crise rapidement, et on doit réciter cet espace de la crise. Et peut-être justement le rôle du sociologue, c'est aussi de pouvoir aider à sortir des cadrages discursifs dans l'événement de la crise qui est en train de se raconter, à la fois au niveau des sollicitations externes, de pouvoir récolter un certain nombre d'interrogations qui entraient à l'expertise et qui ne remontent pas par les canaux officiels et institutionnels, qui ne remontent pas non plus par les médias, mais qui sont émergents et latents, et auxquels on pense notamment par exemple à l'exposition faible dose ou à des mesures que les personnes pourraient prendre eux-mêmes sur le terrain et avec leur propre dosimètre, et qui deviendraient finalement sujet à polémique et sur lequel on pourrait aussi s'épancher. Et c'est donc ces ponts avec l'extérieur, et puis ces ponts aussi finalement de l'intérieur, c'est-à-dire aussi à l'intérieur d'une cellule de crise, on va construire une manière de réciter son expertise qui souvent de dire voilà, les populations ne vont pas comprendre, il faut être très simple, il ne faut pas laisser de part au doute, et cette peur très souvent de la panique et de la mauvaise compréhension des populations. Et c'est peut-être aussi ces mécanismes-là que nous, en tant que sociologues, de l'intérieur, on peut pointer cette construction d'un public à partir d'une image particulière qui ne correspond pas tout à fait à ce que la réalité nous démontre ensuite, et donc de pouvoir de la même façon rompre avec ces cadres perceptifs qui se construisent de l'intérieur, pouvoir les pointer. Et finalement, c'est faire attention, faire remonter cette complexité des cadrages temporels aussi, des cadrages de l'espace qui se créent dans la gestion de crise,
et que le sociologue pourrait penser à réintégrer en étant à l'intérieur d'une cellule de crise. Et c'est une question à discuter. Voilà. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste... On m'entend en écho? Moi, ça va. Moi, j'entends un écho. J'espère que ça va pour vous. Il nous reste donc 15 minutes. Donc, le chat est ouvert pour les questions. Alors, je vais commencer. Je voulais savoir si il y a, donc dans les deux cas que vous décrivez, vous avez des mandataires qui ont exprimé des attentes vis-à-vis de l'apport des sciences humaines et sociales. Est-ce que vous avez pu constater un écart entre ce que vos interlocuteurs pouvaient projeter et est-ce que vous étiez à votre avis, susceptible d'apporter et surtout ce qui vous semblait éventuellement plus pertinent que les saisines qui vous étaient faites et est-ce que vous avez pu vous auto-saisir de certaines questions? Oui, c'est une question. Alors, comment dire? C'est un peu ce que j'essaie de formaliser en disant qu'il y a des questions spécifiques et des questions partagées. Ces questions partagées, d'une certaine manière, voilà, c'est celle du mandataire, du moins du groupe, dans sa dynamique collective. Bon, dans notre cas, le mandataire, il n'avait pas forcément une idée très claire des sciences sociales, si ce n'est que c'était de bonnes pratiques d'en avoir dans un groupe de ce type-là. Je ne crois pas que ça allait tellement plus loin que ça, au stade où, au moment où on a été construit, dans un moment très très particulier, très paroxystique. Et donc je pense que les idées étaient quand même relativement générales. Et ensuite, une fois que la dynamique s'installe, qu'apparaissent au fur et à mesure, au début très très vite évidemment, puis ensuite en s'installant un peu dans la durée, un certain nombre de questions. Ces questions, elles émergent de manière, je dirais, dans un dialogue entre, il y a des questions préexistantes et puis il y a des questions qui émergent dans la pratique, en fait. Et les Alors, je vais donc compléter ma question, c'était un petit peu ça aussi, c'est il y a ce qu'on projette soi-même en tant que sociologue en fonction des cadres d'analyse préexistants, de crises qu'on a pu analyser ou vivre en tant qu'expert de ce qu'on se projette. J'imagine que, par exemple, l'intégration de votre collègue anthropologue spécialiste des questions de deuil qui avait travaillé sur Ebola, ça, du coup, on calque l'expérience passée, on est dans l'anticipation liée à un retour d'expérience déjà acquis. Et qu'est-ce qui se fait de manière émergente et comment le sociologue va finalement collecter et donner sens à des données émergentes sur une situation là inédite et traiter des signaux émergents et inédits par rapport au cadre préexistant. En fait. Quelles sont les sources, finalement les sources d'informations, est-ce que ça passe par des échanges, des entretiens, des observations d'acteurs, enfin, finalement, comment le sociologue peut, même en gestion de crise en direct, faire son travail de sociologue et de recueil finalement de données? Alors, peut-être deux choses par rapport à ça. On arrive d'abord avec des questions qui sont maîtrisées parce qu'on se les a posées 20 fois sur des situations extrêmement variées. Voilà, dans le domaine de la santé, il y a un nombre de questions qui sont très récurrentes sur voilà, quelles sont la place des dynamiques professionnelles, par exemple, ou quelles sont les formes d'organisation, et on les connaît, qui sont en jeu avec leurs difficultés un peu récurrentes, ou quels sont le rapport, on en parlait tout à l'heure, au public, à la construction des publics, à l'expérience des publics, qui peuvent être des patients, mais qui peuvent être aussi leur entourage, mais qui peuvent être, le cas échéant, l'ensemble sur des questions de santé publique. Donc ça, ces questions-là, elles sont relativement identifiées, relativement balisées. Pour ce qui me concerne, j'ai même publié sur un certain nombre y compris dans la pratique, c'est des choses qu'on avait fait auprès de la Haute Autorité de Santé, qu'on avait fait auprès de l'ANSES, d'essayer comme ça d'avoir un certain nombre
de questions qui sont des questions récurrentes et sur lesquelles, je dirais, les connaissances, les savoir-faire en sociologie sont relativement consensuels parmi les sociologues et ne sont pas tellement l'objet de débat. Il y a des corps de connaissances qui ont été depuis assez longtemps maintenant accumulés sur ces questions-là. Donc on arrive avec une maîtrise relative de ces questions. Puis ensuite, on est très vite confronté récemment à des choses qui sont parfaitement inédites, par l'échelle, par un confinement. Il n'y a pas beaucoup de travaux sur les confinements. Au moment où on envisage, au moment où il est décidé, au moment où on observe les premières formes de mise en œuvre, aux premières formes de rapport de la population. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas de données, donc on observe, on est attentif à toute forme de signaux et on a différents types de signaux. Il y a des acteurs qui s'expriment. On cherche à être très attentif à la variété, toujours sensible à cette notion de variété en sciences sociales, la variété des points de vue qui peuvent être formulés parfois à chaud, avec des interviews, beaucoup de discussions, et en tant que citoyen, on est aussi immergé dans ces échanges-là. On a des choses qui sont ensuite mais qui sont un peu du même ordre, sous la forme de points de vue, de tribunes, parfois de collègues qui s'expriment aussi de manière un peu plus construite sur ces questions. On va ensuite avoir des données qui sont pour partie des données indigènes, des données qui viennent de différents ministères, sur l'observance de certaines pratiques, sur des confinements. Je me souviens qu'on avait les nombres d'amendes, par exemple, qui étaient produits par le ministère de l'Intérieur. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça mérite d'être quantifié. Un certain nombre de données qui sont ensuite produites sous la forme un peu plus systématique et assez vite par Santé publique France sur l'observation d'un certain nombre de choses. Et puis ensuite, on a, mais beaucoup plus tard, des travaux qui sont plus des travaux de connaissances qui sont produites de manière un peu plus systématique par des équipes de recherche qu'on a d'ailleurs appelées de nos voeux. Je me souviens avoir écrit dans les premiers avis scientifiques les types de connaissances en sciences sociales dont on devait avoir besoin et de les avoir formulées. Et l'ANR ensuite les a reprises, a lancé des avis flash et d'autres se sont lancés. Il y avait un comité CARE qui était dédié à la recherche. Donc il y a un appel à la production de connaissances, mais ça prend des mois. Donc ça sera que dans la partie suivante de l'épidémie qu'on aura le bénéfice d'un certain nombre de ces données. On n'en a pas tant que ça au demeurant, jusqu'à aujourd'hui, mais enfin, voilà, c'est sans comparaison avec ce qui existait au départ. Donc il y a une forme comme ça d'accumulation de couches, de données, d'informations et de qualité extrêmement variées, et c'est avec tout ça qu'il faut faire dans un cadre qui est par ailleurs discuté. C'est-à-dire qu'on ne fait pas à un moment donné la synthèse des connaissances en sciences sociales sur tel ou tel sujet, et malheureusement on n'a pas du tout le temps. Les questions se posent à un rythme extrêmement soutenu et on essaye d'accumuler ces informations-là en fonction des questions récurrentes, des catégories d'analyse qu'on est supposé quand même maîtriser quand on fait ce genre d'activité. Eh bien, on positionne certains enjeux. Et c'est pas tout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire émerger ces connaissances ou ces points de vue, il faut encore être en mesure de les faire partager en direct, à la fois par les autres experts et par ceux qui sont derrière les experts, c'est-à-dire par le public en général et par les décideurs. Donc on est aussi dans une logique de traduction pragmatique de ces connaissances-là, ce qui évidemment induit aussi une autre forme de traduction et de travail. Donc c'est tout ça qui se fait en temps réel, qui nécessite d'accumuler beaucoup d'informations. Il y a peut-être une dernière catégorie d'informations qui est à mentionner aussi, que je n'ai pas mentionné, qui est sans doute très 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 fort dans cette crise, qu'on a moins habituellement, me semble-t-il, dans une situation d'expertise, pas au même degré, à la même vitesse, c'est les aspects de comparaison internationale. On regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs, y compris dans la forme de réaction des populations. On est par exemple très attentif sur ce qui se passe. On annonce des formes de reconfinement en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, etc. Évidemment, on regarde un peu ce qui se passe dans ces pays-là parce qu'on se dit si on se retrouve dans la même situation en France. Voilà. Et là, il y a des enjeux de comparaison parce que évidemment tout est comparable, mais rien ne l'est vraiment. Et donc, quelle interprétation on peut faire de ces comparaisons, jusqu'à quel point il faut s'y fier. Pour le dire d'un mot, par exemple, en France, on n'a quasiment pas eu de violence, ce qui n'est pas le cas des Pays-Bas, ce qui n'est pas le cas de l'Italie ou de l'Espagne, où il y a eu des violences physiques à différents moments. On a plutôt une dynamique de très forte adhésion. Et donc, ça doit relativiser des observations qu'on fait de manière comparative. Donc, c'est un peu tout ça qui est presque aussi rhapsodique et désordonné que ce que je viens de présenter, mais qui se présente comme ça dans le monde réel, et qu'on peut rationaliser au poste, mais qui nécessite un peu ce travail-là. Et je dirais que ça relève plus d'une forme
compétences pragmatiques, c'est-à-dire de compréhension en situation, saillance, avec des effets de relativisation, des effets de partage, plutôt qu'une accumulation bien propre, comme on l'a dans le temps et la durée et les situations de travail académique qu'on peut avoir par ailleurs, mais qui ne relèvent pas de la même logique. Merci beaucoup. Nous avons une première question sur le chat. Bonjour, la multidisciplinarité du comité scientifique Covid n'a pas empêché des prises de décision qui sont apparues drivées tantôt par le sanitaire exclusivement, tantôt par l'économique exclusivement. Comment le comité évalue-t-il a posteriori l'influence qu'il a réellement pu avoir sur la prise de décision, faible, moyenne, forte? Ça dépend des moments. Après, c'est le processus de décision lui-même, c'est un processus qui est complexe, hein, évidemment. Et on a pesé très très directement. Je pense en particulier évidemment dans les premiers jours, mais avec en même temps l'idée que le processus de décision, il est constamment politique. Et donc, faut rester très très modeste en fait sur les capacités qu'on peut avoir à exercer ce type d'influence. S'il y a un alignement entre des positions scientifiques et des positions politiques, eh bien la dimension scientifique elle sera plus facile en avant que si ce n'est pas le cas. La différence, l'écart entre une position scientifique et une position politique souhaitable, ça fait partie elle-même d'une équation politique qui est gérée comme telle par les politiques. Et donc ces processus-là sont relativement complexes. Après, la part qu'on a en tant que sciences sociales, elle est assez difficile à isoler en réalité, parce que à un moment donné, les points qu'on énonce, qu'on écrit collectivement, c'est le résultat de cette maturation collective. Il n'y a pas un point de vue de sciences sociales particulier, il y a des points d'alerte qu'on peut pas validé collectivement par le groupe, ça ne passe pas. En revanche, le point sur lequel je veux insister, c'est que le fait qu'on était pendant assez longtemps sur un pied d'égalité en termes de connaissances, toute la fabrique elle-même, elle incorporait des éléments qui étaient le résultat d'une analyse où il y avait des sciences sociales en fait sur la manière de caractériser les enjeux, de caractériser leurs équilibres, caractériser les différentes institutions en présence ou les différents points de vue qui peuvent être exprimés par différents ministères, etc. Toutes ces choses-là sont intégrées, y compris dans les avis qui sont scientifiques, qui peuvent apparaître comme une dimension peut-être plus fortement épidémiologique, médicale. En réalité, c'est l'objet de discussions qui sont très, très transversales. Ça, c'est un premier point. Et puis après, il y a un deuxième point, c'est que ce qui pèse sur la décision politique, c'est pas seulement notamment des aspects scientifiques, c'est aussi la lecture qu'en font de la sphère publique, qui en l'espèce répond à des logiques qui sont médiatiques. L'interprétation, parfois, avec un certain écart, pour le moins, entre ce qui est produit, la manière dont ça est discuté, interprété, mis en scène, privé, contredit par d'autres, rentre ensuite dans l'équation d'anticipation de la prise de décision. Tout ça pour dire que ça rend assez modeste en fait, sur l'idée qui relèverait spécifiquement des sciences sociales. En réalité, c'est un ensemble dans lequel il y a, je pense, vraiment de bonne foi, une part relativement significative de regard qui vient avec les sciences sociales, mais qui ensuite se dilue dans quelque chose qui est d'une toute autre ampleur. Je vois le temps qui passe. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question ou si on doit laisser la place à la table ronde suivante, qui portera sur le thème du poids de la preuve et des incertitudes dans le processus de prise de décision. Alors, les intervenants sont prêts. Maintenant, peut-être que si Elsa ou M. Benamouti veulent donner un mot de la fin. Non, mais juste pour compléter sur la question qui était posée, je pense qu'effectivement, le rôle des sciences sociales, il est souvent encore à construire. Au départ, il est posé par des demandes très conventionnelles, attendues sur le positionnement par rapport à la communication, perception des publics, etc. Donc, quelque part, c'est aussi à nous de pouvoir rentrer dans ces débats-là, dans ces enjeux-là,
de les raccrocher à des choses opérationnelles qu'on nous demande, qui sont de participer à des règles, à des scénarios d'exercice, etc. Et donc, c'est cette synthèse-là que souvent on doit faire, de construction aussi des indicateurs pertinents, comme l'évoquait Daniel. Et donc, c'est cette place-là qui est à construire de la part du sociologue, ce passage-là, entre une réalité et puis des conventions attendues. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi, je pense, apporter notre pierre à l'édifice dans la gestion de crise. Merci beaucoup. Merci.